Bonjour, moi je vais vous parler du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, qui fait partie des difficultés d'adaptation et de comportement. La raison pourquoi je vais parler du TDAH et non du TDA, c'est que c'est souvent le H, donc l'hyperactivité, qui va amener l'impulsivité, l'agressivité, donc c'est ça qui va causer les difficultés sociales chez les enfants. Euh, les TDAH, on va avoir de la difficulté à interpréter les interactions sociales. Donc, un petit problème, une petite situation problème va se rendre en gros problème. Ça va souvent, à cause du H, justement, ça va souvent arriver au coup, arriver à l'impulsivité. Puis, les TDAH, ils n'ont pas vraiment la capacité, donc les habiletés qu'il faut pour résoudre les conflits. Donc, dans cette optique, ils vont pas avoir une réponse adaptée à la situation problème. Donc, un enfant qui a un développement qu'on pourrait dire typique va réussir à proposer des idées, des résolutions de conflits, à avoir une conversation pour régler tout ça. Sauf que les TDAH ont pas tendance à faire ça. Ils vont plus se battre, si on veut, ou faire des actes ou dire des choses qui ne portent pas à la résolution de conflits. Ils vont aussi avoir des difficultés d'avoir des relations d'amitié. Dans le fond, c'est souvent dans 60% des cas, il y a des études qui ont été faites qui montrent que les enfants au développement typique veulent pas aller s'amuser, aller jouer avec des enfants qui sont TDAH parce qu'ils disent que c'est pas leurs amis. Dans le fond, les TDAH vont vivre une espèce de rejet social parce qu'ils ont pas la capacité de garder des amitiés super longtemps vu qu'un petit problème peut en devenir un super gros pour rien. Fait que dans le fond, le rejet social des TDAH, dans 50 à 80% des cas, les TDAH vivent un rejet social, tandis que les enfants au développement typique, c'est dans 10 à 15% des cas. Donc, on voit qu'il y a vraiment une grosse augmentation du rejet social. Puis ce rejet social-là, à long terme, chez les adolescents, ça peut créer de la délinquance, ça peut créer du décrochage, ça peut mener à à avoir des troubles de comportement. Ce qui est particulier aussi avec les TDAH, c'est que il y a des études qui ont été faites euh, quand que quelqu'un leur demande s'ils ont des bonnes habiletés sociales, eux ils pensent que oui. Fait que dans le fond, ils ont comme une perception erronée de leurs propres habiletés sociales. Ils vont penser qu'ils sont populaires, ils vont penser qu'ils ont plein d'amis, mais en revanche, quand tu demandes aux amis si les enfants TDAH chez leurs amis, ils disent que non. Donc c'est comme une espèce de perception erronée des habiletés sociales. De plus, les TDAH vont avoir de la difficulté à gérer leurs émotions. Comme je vous avais dit tantôt, un TDAH qui va avoir une petite situation problème, ça va être une crise super intense tout de suite. Ils gèrent pas l'intensité de réaction de la même façon. Donc c'est sûr que ça, si on transfère ça dans une classe, ça peut faire des tensions dans le groupe, puis ça fait un climat de classe vraiment différent qu'une classe dite normale, régulière. C'est sûr que pour un professeur qui a des TDAH dans son groupe, ça devient moins tentant de faire des projets d'équipe puis des travaux d'équipe parce qu'on sait que souvent, ça peut créer des tensions, puis ça peut créer des problèmes plus que d'en régler, dans le fond. Fait fait que ce qui est important avec les classes TDAH, c'est de travailler ça, c'est de travailler les relations sociales, travailler dans le fond l'intensité de réaction des émotions, savoir gérer tout ça pour pouvoir mener à avoir plus d'amis pour régler le climat de classe. Donc c'est important de travailler ça. Puis la façon pour travailler les habiletés sociales, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Merci. Donc, en résumé, lorsque les élèves ont de bonnes habiletés sociales, ils ont par exemple la capacité d'être empathiques, d'être respectueux et de développer des bonnes relations d'amitié avec leurs camarades de classe. Cela favorise donc un climat de classe propice aux apprentissages, aux échanges, puis à la camaraderie, basé sur des communications positives, sur le respect, la relation et les émotions positives, telles qu'on le voit dans le modèle de classe. Lorsque les enseignantes instaurent un bon climat au sein de leur groupe, ça porte davantage à utiliser le travail d'équipe, à favoriser la collaboration des élèves. Puis c'est dans cette approche-là socio-constructiviste que les enseignants ils vont évoluer de nos jours parce qu'ils vont viser les compétences sociales et académiques en même temps. Donc on peut aussi constater par exemple quand on côtoie des élèves qu'en général ils préfèrent le travail d'équipe puis les échanges puis ce qui va influencer le climat de classe, ce qui va faire un climat de classe très positif.
Puis ça va ainsi développer leur motivation, leur participation, leur attitude positive face aux travaux mis par les enseignants. Donc toutes ces composantes-là sont à la base même de l'engagement de l'élève. C'est pourquoi quand un élève semble avoir des difficultés sociales, c'est très important d'intervenir puis de lui proposer des activités qui vont viser à développer ses habiletés sociales. D'ailleurs, comme je l'ai mentionné, comme Laurie l'a mentionné plus tôt, plusieurs ressources sont disponibles pour aider l'enseignant à travailler les habiletés sociales des élèves. Ce livre-là est un bon exemple. On peut voir, on y retrouve des objectifs réalistes pour les enfants en difficulté, puis aussi l'utilisation d'un système d'émulation qui fait le suivi des acquis du jeune en question. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Puis tout ça ensemble dans ce petit livre-là, mais il y en a beaucoup d'autres ressources qui sont disponibles, là, par exemple au CRP, qui vont favoriser l'élève à développer ces compétences-là. Puis ça lui permet en même temps de prendre part à sa réussite, puis ça lui permet de voir de façon concrète sa progression. Donc c'est ce qui complète notre vidéo. Merci beaucoup.